Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bientôt un mois depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, une période a priori suffisante pour établir un premier bilan de la situation politique mais également économique. Nous consacrerons encore une fois cet épisode sur l'aspect énergétique et plus précisément le volet du gaz naturel, plus que jamais le nerf de cette guerre. Dans un premier temps, nous dresserons un état des lieux de la situation énergétique dans le monde, histoire d'avoir les éléments nécessaires pour développer ensemble une analyse plus approfondie, notamment concernant les nouvelles alliances géostratégiques pour la sécurité énergétique. Enfin, focus sur l'avenir de l'OPEP+, qui chavire entre les intérêts respectifs de deux puissances qui en font partie, à savoir la Russie et l'Arabie Saoudite. Pour en débattre avec nous, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Francis Perrin, expert en énergie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes également chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous avez été, vous allez me confirmer cette information, rédacteur en chef de la revue Pétrole et Gaz Arabe. C'est bien ça. Et Monsieur Khaireddine Battache, vous êtes également avec nous sur le plateau. Vous êtes journaliste chez nous à Al24 News. Bienvenue, messieurs, sur ce plateau. Dans un premier temps, nous allons dresser, comme nous le disions en introduction, un état des lieux de la situation énergétique actuelle en Europe, avec ce chiffre 17 milliards d'euros de gaz et de pétrole russe achetés par l'Europe depuis le début de ce conflit. Khaireddine Battache. Bonsoir Fatma, et bien Monsieur Perrin pourra peut-être le confirmer. Il est pas si évident de se passer du gaz russe. Nous le voyons justement avec ces chiffres, c'est 17 milliards d'euros de gaz et de pétrole russe achetés depuis le début de la crise ukrainienne. C'est tout simplement un chiffre faramineux. Cela prouve encore une fois que l'Europe n'est pas prête de se départir de la part de l'énergie qu'elle se procure en Russie, et plus précisément le gaz. Nous allons juste en profiter pour donner une fourchette justement des chiffres que nous avons aujourd'hui, plutôt des prix de l'énergie. Alors le baril de Brent de la mer du Nord a atteint aujourd'hui les $114 à Londres. À New York, le WTI a atteint les $107 le baril. Nous avons un prix du MBTU de gaz naturel qui a dépassé les $4800 aujourd'hui. Il faut aussi noter que les prix du gaz naturel ont quasiment quadruplé depuis le début de la crise en Ukraine. Monsieur Perrin, au vu de ces données que Khaireddine Battache vient de partager avec nous, quelle est la situation énergétique qui prévaut aujourd'hui en Europe et dans les 3 prochains mois ? Comme cela vient d'être rappelé, l'Europe est aujourd'hui très dépendante de l'énergie venant de Russie. Pour le gaz naturel, la part de la Russie dans les importations de l'Union européenne est d'à peu près 45% dans la période récente. Pour le charbon, c'est à peu près le même pourcentage. Et pour le pétrole, c'est à peu près 25%. Donc une dépendance élevée pour 3 énergies clés, les 3 énergies fossiles qui dominent le monde, qui sont par ordre décroissant au niveau mondial, pétrole, charbon, gaz naturel, et une dépendance plus particulièrement marquée pour le gaz naturel et pour le charbon. Et parmi ces 2 sources, celle qui est la plus importante, et vous l'avez souligné à juste titre, c'est bien sûr la question du gaz naturel, parce que c'est très important pour l'Union européenne, c'est très important pour la Russie. La Russie est le premier exportateur mondial de gaz. C'est une part importante des revenus du pays, de l'économie, de l'État russe. Donc c'est un point clé. Alors, quand on a une dépendance aussi forte, cette dépendance est le résultat de dizaines d'années de relations énergétiques Russie-Union européenne. On ne peut pas, tout d'un coup, du jour au lendemain, même quand il y a un événement aussi majeur que la guerre en Ukraine, dire du côté européen, demain, j'arrête. On ne peut pas dire demain, je me passe de 45% de mes importations de gaz. Personne ne peut le faire. Les États-Unis peuvent le faire, ils l'ont fait le 8 mars, parce qu'ils sont le premier producteur mondial de gaz et un très gros exportateur mondial de gaz. Donc ils n'ont pas besoin de gaz russe. Donc ils peuvent dire, on interdit les importations de gaz russe puisqu'on n'en a pas besoin. L'Union européenne ne peut pas dire ça tout de suite. Par contre, et c'est là où intervient cette articulation entre le court terme. Maintenant, le court terme, l'Europe ne peut pas faire énormément de choses. À moyen terme, vous avez plus de marge de manœuvre. Et l'objectif politique européen, à moyen terme, c'est-à-dire dans un délai de 5 ans, c'est de dire que les Européens, les 27, vont globalement se passer de pétrole et de gaz russe. Ça suppose pour cela que dès 2022, pas en 2026, dès 2022,
les pays membres de l'Union européenne mettent en place des politiques et des stratégies énergétiques leur permettant à terme d'arrêter d'être dépendants de la Russie, notamment par rapport au pétrole et au gaz. Et pour ça, il y a 3 points clés. Premièrement, aller chercher du gaz ailleurs qu'en Russie, progressivement bien sûr. Deuxièmement, pour la production d'électricité, remplacer le gaz naturel par d'autres énergies, par exemple solaire et éolien. Troisièmement, pour la consommation actuelle de gaz, chercher à faire des économies. C'est en appuyant sur ces 3 leviers et sur une période de moyen terme, et non pas de court terme, que l'Union européenne pourra réduire de façon très importante et peut-être éliminer complètement ces importations de pétrole et de gaz russe, mais certainement pas demain. Et justement, oui. À ce titre-là, je voudrais Monsieur Perrin. souligner par rapport à ce que M. Perrin vient d'annoncer, que jeudi, les députés européens débattront justement de Repower EU avec le Conseil et la Commission européenne pour discuter d'une stratégie qui a pour objectif de rendre l'Europe indépendante énergétiquement. Khaireddine Battach, vous voudriez peut-être parler de ces alternatives énergétiques par rapport à... Eh bien justement, cette initiative, comme M. Perrin l'a si bien rappelé, vise à trouver des échappatoires, non pas une seule échappatoire, par rapport à l'Europe vis-à-vis du gaz russe. Ce n'est pas on va le rappeler encore une fois, une simple affaire. Et là, j'aimerais justement, M. Perrin, rappeler un chiffre qui me semble frappant. Plus de 83% du total de l'énergie importée pour les Européens vient de 3 pays, à savoir la Russie, on est d'accord, l'Algérie et la Norvège. Et vous avez à juste titre insisté sur le moyen et long terme. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le court terme. Pouvez-vous nous dire justement comment fera l'Europe durant les 3 prochains mois pour assurer sa sécurité énergétique dans le cas où elle devrait se passer éventuellement d'une partie et non pas de la totalité de ses approvisionnements de gaz russe? Tout à fait. Nous sommes donc dans le court terme, et comme vous l'avez rappelé, l'objectif à court terme pour l'Union européenne, c'est de réduire de façon importante, ce qui ne veut pas dire éliminer, les importations de gaz russe sur une période de l'ordre d'à peu près 1 an, disons jusqu'à l'hiver 2022-2023. Pour cela, il faut aller voir d'autres pays producteurs et exportateurs de gaz. Quels pays? D'abord, les États-Unis. Premier producteur mondial de gaz devant la Russie et premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Ce gaz transporté par bateau sur des bateaux qu'on appelle des méthaniseurs. Le GNL, effectivement, ça nous permettra d'aller plus vite, comme ça je dirais GNL. Ensuite, le Qatar. L'un des 3 plus gros exportateurs mondiaux de GNL avec les États-Unis et l'Australie. L'Australie, c'est un peu loin. Le Qatar, le Moyen-Orient, c'est plus proche de l'Europe. Ensuite, certains pays en Afrique. Algérie, Nigeria, Égypte. Je parle des pays qui ont effectivement été contactés. Parce qu'il y en a d'autres auxquels on peut penser qui n'ont pas forcément été contactés. Je donne un exemple, le Mozambique. Oui. Le Mozambique, aujourd'hui, ne produit pas de gaz. Et qui a des réserves importantes. Très importantes. En mer, en offshore, comme disent les pétroliers dans leur jargon. C'est le cas aussi de l'Égypte, faut-il le rappeler. Tout à fait. Mais alors, le Mozambique, ce sera un nouveau producteur à partir de 2022. Donc, évidemment, ça intéresse beaucoup les Européens. Mais pour l'instant, officiellement, il n'a pas encore été contacté. En Europe, des pays comme la Norvège et l'Azerbaïdjan. L'idée, vous l'avez rappelé, aucun pays ne peut être la solution à lui tout seul face au gaz russe. On a donc besoin de mettre ensemble plusieurs pays, chacun apportant une partie de la solution, dont les pays que j'ai cités, avec, au premier chef sans doute, États-Unis, Qatar et d'autres ensuite. Donc c'est ce qui est à l'œuvre depuis plusieurs semaines, avant le début de la guerre, qui se continue maintenant, qui va se continuer dans les prochaines semaines. Et l'objectif, effectivement, c'est d'une part d'empêcher une éventuelle pénurie de gaz sur le marché européen en 2022, en lien avec la crise, la guerre en Ukraine, et d'autre part, à l'horizon d'à peu près 1 an, de commencer pour l'Union européenne à réduire de façon importante, au moins 1/3, voire 50%, disons au moins 1/3, ces importations de gaz russe. Sur 1 an, c'est un objectif très ambitieux.
Et pour ça, il faut aller voir plusieurs pays et pas un seul. Vous avez mis le curseur justement, Monsieur Perrin, sur un certain nombre de pays, à juste titre. J'aimerais aussi parler du cas de l'Iran, qui n'est autre que le deuxième pays en matière de réserve de gaz naturel au monde. Vous avez parfaitement raison de parler de l'Iran. C'est un pays majeur pour l'énergie, pour le pétrole et pour le gaz. L'Iran, et comme la Russie d'ailleurs, et ce sont deux pays qui sont à la fois des géants pétroliers et gaziers. Cependant, l'Iran, les Européens, les Américains, espèrent plus sa contribution pour le pétrole. Pourquoi? Parce que bien que l'Iran ait les deuxièmes plus grosses réserves prouvées de gaz naturel après le géant russe, l'Iran, à ce jour, exporte très peu de gaz naturel. Ils en consomment beaucoup pour leur marché intérieur, et ils n'ont pas développé, notamment du fait des sanctions américaines, depuis plusieurs années, ils n'ont pas tellement développé de projets d'exportation de gaz naturel. Donc l'Iran ne pourrait pas être une solution pour le gaz en 2022 pour les Européens si besoin était. Par contre, pour le pétrole, là ils ont leur capacité et ils pourraient, dans les mois qui viennent, si les sanctions américaines sont levées, si donc un accord est signé à Vienne en Autriche, ils pourraient, dans les mois qui viennent, augmenter de façon importante leur production et leurs exportations de pétrole, ce qui ferait plus de pétrole sur le marché, ce qui pourrait faire un petit peu éventuellement baisser les prix. Pour le gaz, l'Iran sera une solution importante, mais à moyen long terme et pas à court terme. Les États-Unis, qui ont été pour l'instant les seuls à, entre guillemets, oser prendre des sanctions contre la Russie, contre l'énergie russe. Monsieur Perrin, nous en parlions la dernière fois. Qu'est-ce qui a motivé la décision américaine? La décision... Alors, au début, entre le 24 février et le 7 mars, l'administration américaine n'était pas désireuse de prendre des sanctions contre la Russie, touchant directement le secteur pétrolier et gazier. Alors même qu'eux-mêmes produisent plein de pétrole et de gaz et qu'ils n'ont pas beaucoup besoin du pétrole et du gaz venant de Russie. Mais l'administration Biden était très prudente pour la raison suivante. Des sanctions directes contre le pétrole russe, ça peut faire monter les prix du pétrole, qui sont déjà à des niveaux élevés, l'avons rappelé. M. Poutine avait à deux reprises donc menacé les États-Unis d'une forte inflation au niveau des prix du Brent, allant jusqu'à, je cite, 300. La dernière fois, il a dit aussi $500 le baril. Voilà. Bon, là, ça reste un scénario improbable, mais bon. Voilà. Ce sont des propos, et il est important de les souligner, qui visent à faire peur. Monsieur Poutine est un spécialiste de la peur. Il est très fort dans ce domaine-là. Et quand il dit, voilà, si demain vous sanctionnez mon pétrole, les prix du pétrole vont monter à 300, 400, $500, tout le monde tremble en disant déjà, on est actuellement donc à peu près $115 par baril pour le Brent, on parlait tout à l'heure. Déjà, ça fait des prix des carburants élevés. Donc déjà, il y a des mécontentements, etc. On imagine 300, 400, 500 et on prend peur. Donc ça fait partie d'un certain jeu. Mais ce qui est certain, c'est que les sanctions contre le pétrole russe pourrait faire encore monter les prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Et quand les prix du pétrole montent sur le marché mondial, tout le monde est affecté, y compris les pays comme les États-Unis, qui sont le premier producteur mondial de pétrole. Et des prix du pétrole qui montent, ça veut dire des prix de l'essence qui montent. Ça veut dire des Américains qui ne sont pas contents. Or, au mois de novembre 2022, nous avons les élections de mi-mandat au Congrès américain. Renouvellement de la Chambre des représentants, renouvellement d'une partie du Sénat. Midterm elections. Absolument, les fameuses midterm elections, exactement. Très important pour tout président américain. Exact. Là, c'est le test pour Joe Biden. Il a pour l'instant, le Parti démocrate, une petite majorité, petite, à la Chambre des représentants. Au Sénat, 50 sénateurs démocrates, 50 sénateurs républicains. La majorité peut basculer du côté du Parti républicain. Et à ce moment-là, pour les 2 dernières années de son mandat de 4 ans, Joe Biden sera prisonnier. Chaque fois qu'il voudra faire passer une loi, il sera retoqué par les républicains. Donc pour lui, c'est un élément important et il pense que les prix du pétrole, la hausse, peut contribuer à lui faire perdre ses élections. Donc jusqu'à tout récemment, il ne souhaitait pas un embargo sur le pétrole russe. Mais il a été poussé par le Congrès américain qui s'apprêtait à adopter une loi imposant un tel embargo. Et en politique, vous avez intérêt à montrer que vous êtes le premier et pas que vous êtes pris de vitesse par d'autres. C'est un classique de la politique, et Joe Biden est un homme politique qui connaît tous ces classiques. Donc il a adopté un décret disant, voilà, le 8 mars, à partir de maintenant,
on n'importe plus de pétrole russe, de gaz russe, de charbon russe, parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, le Congrès le lui imposerait. Mais il ne voulait pas le faire. Alors, on va dire qu'il n'a pas pris un gros risque, dans la mesure où les États-Unis importent que 90 000 barils jour de pétrole russe, ce qui équivaut à 4% de leurs importations, mis bout à bout avec ce que les États-Unis importent, par exemple, du Canada, ce qui est plus de 4 millions de barils jour. Cela ne veut pas dire grand-chose. Et cela, ça m'amène justement à vous poser une question qui nous semble pertinente et importante. Qu'en est-il du gaz de schiste américain? Ne serait-il pas justement le grand gagnant de cette affaire? Les Américains peuvent être l'un des grands gagnants de ce qui se passe actuellement sur la recomposition de la scène énergétique mondiale, parce qu'ils sont un très grand producteur de pétrole, de gaz naturel, de charbon. Oui. Les trois énergies qui sont particulièrement affectées, indirectement pour l'instant, directement peut-être demain, par les sanctions occidentales contre la Russie. Donc effectivement, pour les producteurs américains, les compagnies pétrolières, pour l'État américain, pouvoir vendre à des prix de plus en plus élevés son pétrole, son gaz, son charbon, apparaître comme une solution de recours pour prendre des parts de marché à la Russie, c'est une situation qui, sur le plan énergétique, est évidemment intéressante à court, moyen et peut-être long terme pour les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire qu'une offre qui baisse du côté russe, c'est une offre qui augmente du côté américain? Il y a un petit peu ces vases communicants. Simplement, je reprendrai ce que vous avez dit en ajoutant un point. Une offre russe qui pourrait baisser beaucoup, ce qui est tout à fait possible, ça veut dire une offre américaine qui sera évidemment tirée à la hausse, plus une offre d'autres pays dont nous aurons également besoin. Ce ne sera pas uniquement la Russie baisse, les États-Unis montent et on est à nouveau à égalité, match nul. Il faudra États-Unis plus d'autres. L'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris et qui regroupe une trentaine de pays occidentaux industrialisés, nous dit que à partir du mois d'avril, c'est-à-dire demain, il pourrait manquer sur le marché environ 3 millions de barils par jour de pétrole russe. D'une part, parce que dans certains cas, certains acheteurs n'oseront plus acheter du pétrole russe pour des raisons de réputation, et en l'occurrence évidemment de mauvaise réputation. Et d'autre part, le début des sanctions occidentales qui ne portent pas directement sur le pétrole, mais qui par le biais du financement et le départ de plusieurs compagnies pétrolières étrangères de Russie, va peser sur la production russe. Donc le mois d'avril, c'est demain, et l'AIE, qui est une source extrêmement sérieuse, nous dit peut-être, dans quelques semaines, on manquera au niveau mondial de 3 millions de barils par jour de pétrole russe. C'est très important. On va peut-être s'intéresser à présent à l'Allemagne, qui a signé ce dimanche un accord énergétique de long terme avec le Qatar pour justement diminuer sa dépendance envers le gaz russe. On va s'intéresser au GNL. Le Qatar, qui est l'un des 3 plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Effectivement, Fatma, si du côté européen, on peut remarquer certaines tergiversations quant à une sortie justement rapide, que ce soit sur le court ou le moyen terme des approvisionnements, ou plutôt pas une sortie, mais un éloignement des approvisionnements russes en matière de gaz et de pétrole. L'Allemagne, justement, tente de son côté de trouver des alternatives à gauche, à droite. Dernière en date, le Qatar, qui peut, en fonction justement de son potentiel, assurer à l'Allemagne un certain niveau d'approvisionnement en gaz. Faut-il le rappeler, l'Allemagne qui ne peut pas prendre justement le risque de s'inscrire en porte-à-faux ni vis-à-vis des Américains, ni vis-à-vis de ses partenaires européens, mais elle a une industrie justement à assurer. Rappelons-le, c'est la première économie d'Europe. Il y a une industrie en matière de machinerie qui est forte, une industrie en matière d'énergie ou d'industrie issue de l'énergie qui est également forte, mais également une industrie automobile à relancer. Donc les Allemands prennent en quelque sorte le taureau par les cornes. C'est ça, je reprends vos propos, Khaireddine. L'Allemagne qui tente de trouver des alternatives, est-ce que finalement l'Allemagne ne fait pas cavalier seul? Eh bien, je vous laisse répondre à cette question, Monsieur Perrin, volontiers. Ajoutons à ce que vous avez mis sur la table à juste titre un autre rappel. L'Allemagne, il y a plusieurs années, a décidé d'arrêter son programme nucléaire. Donc évidemment, lorsqu'on décide d'arrêter le nucléaire
Et en attendant que les sources d'énergie renouvelables montent suffisamment en puissance, ce qui prend du temps, on a besoin de faire appel à plus de combustibles fossiles. D'où le gaz. Et on se souvient que l'Allemagne a pendant longtemps, jusqu'au mois de février 2022, soutenu énergiquement le projet de gazoduc Nord Stream 2, Russie, mer Baltique, Allemagne, 55 milliards de mètres cubes de gaz par an qui devait arriver sur le marché allemand à partir de 2022. C'est une véritable artère gazière tout à fait. Qui part de Russie. L'Allemagne a été critiquée pendant longtemps par certains de ses partenaires européens et par les États-Unis pour dire mais vous allez encore augmenter votre dépendance par rapport à la Russie de Vladimir Poutine. C'est vraiment pas une bonne chose. Les Allemands ont continué en disant nous avons besoin de ce projet. En février, le chancelier Olaf Scholz dit compte tenu de ce qui se passe sur le plan politique, nous ne pouvons pas donner le feu vert à l'entrée en service de Nord Stream 2. Donc évidemment, ensuite, comme vous renoncez à 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, qui devaient arriver à partir de 2022, il faut aller chercher du gaz ailleurs, de façon catastrophique, un petit peu comme vous l'avez dit. Et évidemment, on se tourne vers les pays les plus importants dans ce domaine, notamment le Qatar. Et justement, avant de vous poser ma prochaine question, j'aimerais juste apporter une précision. Les liens en matière d'énergie entre l'Allemagne et la Russie sont tellement forts. Rappelez-vous qui était jusqu'il y a peu le PDG de la compagnie Gazprom. Faut-il le rappeler, c'est l'ancien chancelier allemand, donc Gerhard Schröder. Voilà. Alors, justement, est-ce que ce scénario, Monsieur Perrin, ne permettrait-il pas justement au fameux GECF, donc le mini-cartel gazier regroupant les 11 plus gros producteurs, de tenter de rééquilibrer justement un peu l'offre gazière pour ne pas se froisser d'une part avec la Russie qui fait partie de ce mini-cartel, mais également les futurs potentiels clients des pays qui forment le GECF. Alors vous faites référence à une organisation qui s'appelle le Forum des pays exportateurs de gaz. Et cette organisation, évidemment, on est tenté de la comparer à l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, parce que tout le monde connaît l'OPEP depuis des dizaines d'années. L'OPEP a été créée en 1960 et elle joue un rôle très important, comme chacun le sait. Le Forum des pays exportateurs de gaz est beaucoup plus discret. Et beaucoup plus discret pour essentiellement une ou deux raisons. Ce n'est pas une OPEP du gaz. L'OPEP est une organisation qui prend des décisions pour avoir une action sur le marché, en faisant varier son niveau de production. Si on pense que les prix du pétrole sont trop bas, on, étant l'OPEP, on va réduire la production pour faire monter les prix. L'OPEP a un rôle de régulateur du marché pétrolier mondial. Oui. Le Forum des pays exportateurs de gaz n'a pas ce type de pouvoir de décision. C'est, comme son nom l'indique, c'est un forum. Un forum, on discute. On se retrouve autour d'une réunion, on parle évidemment de gaz naturel, on parle de la consommation mondiale de gaz, de la production mondiale de gaz, des stocks, des investissements, des prix. On fait des études très intéressantes et extrêmement importantes, mais on ne prend pas de décision qui lie les pays membres. Alors que quand l'OPEP prend une décision, les 13 pays qui la composent ont l'obligation, même si parfois certains peuvent tricher, mais ont l'obligation quand même de respecter les décisions prises par l'organisation avec un niveau de production qu'il ne doit pas dépasser. Donc, le Forum des pays exportateurs de gaz ne sortira pas en tant qu'organisation renforcée par ce qui se passe actuellement. Par contre, certains des pays composant ce forum, eux, sortiront renforcés parce que d'une part, chaque mètre cube de gaz qu'ils exportent rapporte plus de dollars du fait de la hausse des prix. Et deuxièmement, parmi ces pays, ceux qui ont des capacités pour produire plus. Notamment la Russie, le Qatar et l'Iran. Alors la Russie sera hors jeu du fait des sanctions, mais le Qatar, l'Iran plus tard, le Qatar tout de suite. Évidemment, ces pays, l'Algérie. Aussi l'Algérie. Absolument, tout à fait. Ces pays vont être très courtisés, notamment par les Européens, qui sont en train de faire le tour du monde, et même s'ils pouvaient aller sur la planète Mars, trouver du gaz, ils le feraient, sauf qu'on n'en a pas encore trouvé. Donc en tout cas, ils font pour l'instant le tour de la Terre pour dire, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous voulez, si besoin était, exporter plus de gaz vers le marché européen? Justement, vous venez de me tendre une nouvelle perche pour vous poser une question qui me semble importante. Est-ce que le triumvirat qui est en train de se créer actuellement, Russie, Inde, Chine, ne peut pas être justement une conséquence de ce jeu d'échecs mondial du gaz naturel? Alors, Russie, Inde, Chine, triumvirat, je dirais que ce n'est peut-être pas forcément un triumvirat.
Vous avez des relations importantes Russie-Chine. Vous avez des relations importantes Russie-Inde. Par contre, Chine-Inde, c'est un petit peu plus délicat. N'oublions pas que ces pays se sont fait quand même la guerre au XXe siècle. Alors on peut dire que c'est longtemps, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout de relation, mais il y a une très grande méfiance entre la Chine et l'Inde. Et l'Inde fait d'ailleurs partie de quelque chose qui s'appelle le Quad. Alors le Quad, ce n'est pas un moyen de transport. Le Quad, c'est une organisation qui regroupe l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis. Quand on met sur la table les noms de ces 4 pays, contre qui, entre guillemets, cette alliance, le Quad, a-t-elle été conçue? Évidemment contre la Chine. La Chine. Oui. C'est clair. Oui. Donc, ce n'est pas un triumvirat. Par contre, il y a cette relation Russie-Chine. La Russie a énormément d'énergie, notamment pétrole et gaz. La Chine a besoin d'énormément d'énergie. Alors que c'est un producteur C'est un producteur important. Vous avez Faut-il tout le à fait rappeler, raison. les gens l'ignorent peut-être. Le 6e producteur mondial de Oui. pétrole, c'est quand même pas rien, mais sa consommation est tellement importante que bien qu'étant un grand producteur de pétrole, la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Ils sont à côté de la Russie, il y a une frontière commune, donc évidemment ils vont coopérer. Sauf que les Chinois ne vont pas acheter tout le gaz russe, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. S'ils achètent trop de gaz à la Russie, ils seront dépendants de la Russie. Exactement. Donc ils vont acheter du gaz à la Russie, c'est ce qu'ils font depuis plusieurs années, mais ils vont continuer à acheter du GNL américain. Ils vont ce chercher qu'ils à font. diversifier leur. Ils leurs vont en approvisionnements. acheter au Moyen-Orient, ce qu'ils font. Ils vont chercher du GNL en Australie. Ils vont en chercher en Asie. Et donc, les dirigeants chinois sont des gens qui raisonnent business. Oui. C'est pas la grande amitié éternelle Russie-Chine. Les Chinois, c'est nos intérêts. Et nos intérêts, bien sûr, c'est d'acheter un certain volume de gaz à la Russie, mais d'aller en chercher ailleurs. Et Vladimir Poutine ne pourra pas placer tout le gaz qu'il ne pourra pas vendre en Europe aux Chinois parce que ce n'est pas intéressant pour eux qui veulent garder un approvisionnement diversifié. Et justement, Monsieur Perrin, tout ce chamboulement des intérêts des uns et des autres en matière de sécurité énergétique, ne va-t-il pas faire une victime de plus, à savoir l'écologie? C'est une question majeure parce que l'écologie, notamment la lutte contre le changement climatique, est un défi absolument majeur de notre époque et des années, des décennies qui vont suivre. Et là-dessus, par rapport à la question importante que vous posez, il y a 2 scénarios possibles. Premier scénario, étant donné que là, on se dit, est-ce qu'on va pas manquer de pétrole, de gaz, de charbon? Donc on se recentre sur les énergies fossiles parce que c'est la priorité du moment dans le cadre de la guerre en Ukraine et de ses conséquences énergétiques. Deuxième scénario possible, ce que disent certains responsables européens, pour justement diminuer notre dépendance par rapport aux hydrocarbures et au charbon russe, il faut accélérer la transition énergétique, par exemple accélérer des projets solaires et éoliens qui permettront de produire plus d'électricité, donc de moins avoir besoin de gaz russe pour nos centrales thermiques en Europe. Donc on a les 2 scénarios possibles et il sera très intéressant d'observer des signes dans les semaines, dans les mois qui viennent pour savoir si c'est le scénario numéro 1 ou le scénario numéro 2 qui semble l'emporter. Pour l'instant, les 2 sont sur la ligne de départ de la course. Et l'Arabie Saoudite, qui fait face à une série d'attaques menées contre les installations de la compagnie Aramco. Riyad réagit au lendemain des attaques des Houthis contre des installations stratégiques. Après avoir annoncé une réduction temporaire de sa production de pétrole, le Royaume se dégage de toute responsabilité en cas de perturbation d'approvisionnement en or noir des marchés internationaux. On regarde ce sujet signé Rim Boukhari et on revient. L'Arabie Saoudite à nouveau sur la défensive après l'attaque des Houthis sur l'une de ses installations pétrolières du géant Aramco. Riyad a dans un premier temps annoncé une réduction temporaire de sa production pétrolière avant de monter au créneau en s'adressant cette fois-ci à la communauté internationale. Ce lundi, dans un nouveau communiqué publié par le ministère saoudien des Affaires étrangères, Riyad évoque les répercussions de ces attaques sur le marché pétrolier. Le Royaume d'Arabie Saoudite ne sera pas responsable d'une éventuelle baisse d'approvisionnement en pétrole sur les marchés internationaux sur fond d'attaque contre ces installations pétrolières. Et sur fond d'attaque, l'Iran représente toujours un véritable danger. Selon l'Arabie Saoudite, le communiqué l'évoque. À cet effet, des messages clairs ont également été envoyés à la communauté internationale. La communauté internationale doit prendre conscience du danger que représente l'Iran,
qui continue de livrer des missiles balistiques et des drones aux Houthis, n'hésitant pas à cibler les installations de production des hydrocarbures dans le royaume. Cela ne sera pas sans conséquence sur la capacité du royaume à honorer ses engagements et menace sérieusement la sécurité et la stabilité des approvisionnements énergétiques sur les marchés internationaux. Pour rappel, l'Arabie saoudite joue un rôle central sur les marchés pétroliers dans un contexte géopolitique particulièrement tendu où chaque acteur tente de se positionner. Tous les coups sont permis. Il faut savoir que les Houthis ont récemment été rayés de la liste noire américaine et l'Iran n'a jamais été aussi proche d'un accord sur son programme nucléaire avec les Occidentaux. Et il se trouve que l'on parle de plus en plus d'une reconfiguration au niveau de l'OPEP+, car deux grandes puissances qui constituent, entre autres, ce cartel énergétique s'affrontent par intérêts opposés. Je fais référence, bien entendu, à la Russie d'un côté et à l'Arabie saoudite de l'autre. Monsieur Perrin, quelle lecture faites-vous actuellement de la situation au sein de l'OPEP+? L'OPEP+, c'est donc 23 pays, producteurs et exportateurs de pétrole, dont les 13 pays membres de l'OPEP, et 10 pays non OPEP. Parmi les pays OPEP, le plus important en termes de production d'exportation, c'est l'Arabie saoudite. Parmi les pays non OPEP, le plus important, c'est la Russie. Oui. Donc, de fait, Russie et Arabie saoudite sont un peu les deux leaders de fait de l'OPEP+. Et quand on arrive à une réunion de l'OPEP+, et même avant d'y arriver, il faut s'assurer que ces deux pays sont d'accord. Sinon, s'ils ne sont pas d'accord, on n'a aucune chance de sortir de la réunion avec un accord. Les dirigeants saoudiens, depuis des années, estiment que l'OPEP+ a apporté quelque chose de positif dans la régulation du marché pétrolier mondial. L'idée est très simple. Quand on est à 23, on a plus de poids sur le marché pétrolier que quand on est 13, ce qui est indiscutable. Et donc les Saoudiens souhaitent que la Russie reste dans l'OPEP+, et que la Russie continue à coopérer avec l'Arabie saoudite et les autres pays OPEP+, oui, dans l'intérêt des pays producteurs-exportateurs et dans l'intérêt de la régulation du marché pétrolier mondial. Ils sont donc désireux de surtout laisser la politique au vestiaire, à la porte de l'OPEP+, et de ne pas importer la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences, qui seraient un facteur évidemment de division. Le sujet que vous avez diffusé est extrêmement important. L'avertissement donné par l'Arabie saoudite, oui, en disant, compte tenu des attaques des Houthis au Yémen, y compris sur des installations pétrolières en Arabie saoudite, je pourrais ne pas pouvoir tenir mes engagements. Quel est le message sous-jacent? Le message est adressé à l'administration Biden. Les dirigeants saoudiens sont mécontents sur au moins deux plans du comportement de l'administration Biden. Ils trouvent que les États-Unis sont trop faibles par rapport à l'Iran et trop faibles par rapport aux Houthis et qu'ils ne protègent pas suffisamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, oui, contre les incursions de l'Iran et le soutien aux Houthis et les attaques des Houthis. Donc en disant, dans le contexte énergétique actuel, par ce communiqué que vous avez cité dans votre sujet, en disant, si ça continue comme ça, les attaques des Houthis, je ne peux pas garantir que je pourrai tenir mes engagements de production de pétrole. Évidemment, vous pensez bien qu'à Washington, on entend immédiatement ce message. Ça veut dire que les prix risquent de monter encore plus. Oui. Donc l'Arabie saoudite sort un atout de son jeu pour le mettre sur la table en disant, si les Américains, les Européens, voulaient que je fasse un effort en termes de production de pétrole, parce que les prix du pétrole s'affolent en ce moment, vous me le demandez tous les jours, eh bien, tenez aussi un petit peu compte de mes intérêts et soyez, notamment les Américains, un petit peu plus, aidez-moi un peu plus à me défendre contre les impacts liés à la guerre au Yémen. Et c'est en lien évidemment avec la réunion de l'OPEP+, la prochaine étant à la fin de ce mois, donc dans quelques jours. Justement, Monsieur Perrin, au sein de l'OPEP+, il y a des pays dont les intérêts divergent de ceux de la Russie et de l'Arabie saoudite. Quelle position clairement pourraient-ils adopter en fonction de leur niveau de production actuel, qui est plus ou moins important en fonction des pays? Oui. Ce n'est pas simple. Quand vous avez 23 pays, évidemment, vous avez des intérêts très divergents. Vous n'avez peut-être pas 23 intérêts divergents, mais vous en avez pas mal. Ces pays sont très différents.
en termes de population, en termes de niveau de richesse, en termes de réserves pétrolières, En termes de marché également. en termes de marché, de production pétrolière, d'exportation pétrolière, entre des géants comme l'Arabie Saoudite et la Russie, et puis de petits producteurs en Afrique subsaharienne, comme la République du Congo, comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, Oui. l'écart est absolument énorme. Pourtant, ces 23 pays, depuis la fin 2016, réussissent quand même le plus souvent, il y a un échec notable en mars 2020, mais réussissent le plus souvent à travailler ensemble. Et il faut essayer de garder tout le monde à bord, mais en sachant d'abord qu'il faut une unité entre Arabie Saoudite et Russie. Rien n'est possible sans ça au sein de l'OPEP+. En ces temps de clash des titans, est-il bénéfique pour des gros producteurs comme l'Arabie Saoudite ou de la Russie justement de garder tout le monde à bord? Est-ce que ce serait, je peux reformuler ça comme ça, est-ce que ça serait un moyen de pression pour les uns et les autres? Souvent, on s'est dit, en pensant à l'Arabie Saoudite, vu la puissance pétrolière de ce pays, est-ce que finalement, l'Arabie Saoudite a vraiment besoin de l'OPEP et de l'OPEP+. Et on peut se poser la question. Oui. Mais ce qu'on doit constater, c'est que sur plusieurs années, les dirigeants saoudiens ont estimé qu'il fallait rester au sein de l'OPEP et au sein de l'OPEP+, Malgré des tensions malgré parfois. des tensions, parfois des tensions très vives, y compris Arabie Saoudite-Russie en 2020, et que c'était dans l'intérêt du royaume saoudien de maintenir quand même cette coopération entre plusieurs pays producteurs de différentes régions du monde, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud, et cette diversité justement de niveaux de réserves de production. Donc, il continuait à jouer la carte de l'OPEP et de l'OPEP+, Oui. sauf, on ne peut pas exclure évidemment une crise grave qui fasse qu'il claque la porte, Oui. mais ce n'est pas du tout ce qui est voulu et prévu par les dirigeants saoudiens au moment où nous parlons. Et pour terminer, Monsieur Perrin, quel serait le rôle de l'Algérie dans la régulation du marché du gaz naturel, l'Algérie qui justement vient d'afficher ses ambitions en matière de GNL? L'Algérie est un pays pétrolier et gazier, mais plus gazier que pétrolier, notamment en termes de réserves. L'Algérie est le 3e fournisseur de gaz sur le marché Union européenne, après Russie et Norvège. L'Algérie travaille depuis des dizaines d'années avec des entreprises gazières européennes, constamment, pas il y a 50 ans, puis on s'est arrêté, puis on reprend il y a 5 ans, constamment. Donc l'Algérie, à travers la Sonatrach bien sûr, a une connaissance des marchés gaziers européens, a des réseaux, a des contacts, a des coopérations de long terme. Arrive la guerre en Ukraine, flambée des prix, et risque pour les approvisionnements de l'Union européenne, et volonté de l'Union européenne, on l'a évoqué, de se détourner de la Russie à terme. C'est évidemment une opportunité extrêmement importante pour des pays qui, comme l'Algérie, ont d'une part des capacités importantes en matière de gaz, Oui. et d'autre part ont cette tradition ancienne de coopération avec les sociétés gazières européennes, principalement Union européenne. Donc le pays a des cartes à jouer dans cette nouvelle donne énergétique et notamment gazière mondiale que vous avez évoquée tout à l'heure au début de notre émission. Complètement. Khalidine, un dernier mot peut-être avant de clôturer l'émission sur justement le rôle de l'Algérie dans la régulation du marché de gaz naturel. Eh bien, Fatma, la réponse est contenue dans votre question. L'Algérie doit impérativement miser sur le GNL. C'est l'ambition qui a été affichée justement par Sonatrach, comme M. Perrin l'a rappelé, mais aussi par les hautes autorités du pays. Nos capacités en matière de GNL, on peut les développer. Faut-il encore avoir la volonté politique suffisante pour continuer d'investir dans l'amont pétrolier et gazier, et non pas seulement miser sur la transition énergétique à l'horizon 2030 ou 2050, comme encore une fois les responsables et les hautes autorités du pays, à commencer par le PDG de Sonatrach, M. Toufiq Hakka, l'ont rappelé à des occasions récentes. Merci messieurs d'avoir été présents avec moi ce soir. Monsieur Francis Perrin, je le rappelle, vous êtes expert en énergie et chercheur à l'IRIS. Et merci, Monsieur Khalidine Battache, vous êtes collègue, journaliste à Al24 News. Voilà, merci à vous de votre attention. C'est la fin de cette émission. Retrouvez Riyad Lahri pour le journal télévisé à 19h. Excellente soirée à tous sur Al24 News.